à tous et bienvenue sur La Papote Livresque. Ça y est, je vous retrouve enfin pour un update lecture, le premier de la chaîne. Je suis ravie de vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai effectuées ces derniers temps. Et il s'agit de 3 lectures relativement différentes les unes des autres, donc ça fait un peu de diversité, c'est très bien. Je vais d'abord vous présenter Tout se joue avant le petit-déj de Jeff Sanders et c'est paru aux éditions Marabout. Je vous donnerai ensuite mon avis sur Les Disparus du clair de lune, le tome 2 de La Passe Miroir, écrit par Christelle Dabo et paru chez Gallimard Jeunesse. Et enfin, je vous parlerai de Jane Eyre, écrit par Charlotte Brontë et paru ici aux éditions Folio Classique. Je commence donc par Tout se joue avant le petit-déj de Jeff Sanders. Ce petit livre parle en fait de la Miracle Morning. Vous savez, c'est cette espèce de train de vie dont on parle énormément pour le moment. Je pense que le livre le plus répandu sur le sujet, c'est le livre de Elrod. Je ne sais plus comment c'est son nom. Je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon. Mais c'est vraiment le livre Miracle Morning de Elrod. Et je le voyais tellement partout que finalement, j'avais plus envie de le lire. Et puis, je suis tombée là-dessus. La couverture est relativement voyante, hein. Bon voilà. Et je me suis dit que j'allais plutôt tenter celui-là parce que il avait une dynamique un petit peu plus organisationnelle. Et moi j'aime tout ce qui touche à l'organisation, la planification, ça c'est vraiment mon truc. Ce livre est donc présenté en 3 parties. Il y a une première partie théorique qui vous explique clairement pourquoi c'est intéressant de se lever tôt et tout ce qu'il faut mettre en place en amont également pour se lever tôt. Il faut du coup pas manger trop lourd le soir, il faut se coucher plus tôt, il faut avoir des bonnes routines, etc. etc. Puis la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la feuille de route, enfin c'est ce que l'auteur appelle la feuille de route. C'est en fait toutes les étapes à mettre en place afin de devenir un vrai et bon lève-tôt. Et la troisième partie, c'est une partie vraiment très pratique puisqu'il s'agit d'un plan d'action en 30 jours pour se lever plus tôt le matin. Je fais déjà partie de ces personnes qui se lèvent relativement tôt le matin. J'ai toujours été une lève-tôt, j'ai toujours été une couche-tôt aussi, ça a toujours été ma routine. Du coup, c'était pas vraiment dans cette optique-là que je voulais lire ce livre. Le but de me lever encore plus tôt, c'était pas vraiment ça. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de planifier mon temps correctement. Parce que bon, on est d'accord, ça sert à rien de se lever à 5h du mat si c'est pour traîner sur Facebook après. Et c'est pour cette raison que j'ai adoré ce livre, parce qu'il met vraiment l'accent sur l'organisation, l'importance de planifier sa journée, et ça, j'en suis déjà convaincue, mais je l'étais encore plus après avoir lu ce bouquin. Jeff Sanders nous explique que c'est bien de libérer du temps le matin, non seulement pour être plus productif tout au long de sa journée, se lever ne serait-ce que 15 minutes plus tôt pour programmer vraiment les activités de la journée. En faisant ça, on est quasiment sûr de le faire. Mais il explique aussi qu'en libérant du temps pour soi qui n'existait pas avant, eh bien ça nous permet en fait de mettre en œuvre des grands objectifs de vie qu'on se serait fixés et qu'on se dirait en fait tout compte fait, c'est pas tout de suite que je vais le faire, c'est dans quelques années. Voilà, donc c'est un peu ce que j'avais en fait avec le projet Booktube. J'avais ça dans un coin de ma tête et je me disais c'est pas le moment, je ferai ça plus tard, etc. Et puis en fait quand j'ai lu ce livre, je me suis dit ok, c'est bon, essaye avec ce projet-là, on verra bien ce que ça donne. L'auteur, il dit en fait que c'est beaucoup mieux de mettre en place des objectifs trimestriels plutôt que annuels. Et donc c'est ce que j'ai fait, je m'étais mis en tête, en commençant ce livre, dans maximum 3 mois, tu auras lancé ta chaîne Booktube. C'était fait en 1 semaine et demie. C'est vraiment génial parce que on se rend compte à quel point c'est facile en fait de réaliser ses rêves et ses projets. C'est facile de les découper en objectifs un peu plus petits. C'est facile en fait. Il faut juste le vouloir et c'est vraiment ça que j'ai vraiment retenu de cette lecture. On est d'accord que c'est le genre de lecture, il faut prendre ce dont on a besoin. Moi je peux pas me lever encore plus tôt. Tous les matins je me lève à 5h15 déjà. Donc imaginez me lever plus tôt, c'est pas possible. Par contre en me levant à 5h15 et en faisant tout ce que je dois faire le matin, du coup dans la journée ça me libère un peu l'esprit pour réaliser mes projets. Je recommande vivement cette lecture à tous ceux qui sont des couche-tard, qui ont l'impression d'être complètement débordés, qui pensent n'avoir le temps de rien. Eh bien, lisez ce livre et vous verrez qu'en organisant un petit peu sa journée, en se levant tôt et en ayant de bonnes habitudes, tout est possible finalement.
Très concrètement aussi, j'aimerais vous parler un peu de la structure du livre qui est vraiment bien faite. Donc en fait, vous avez donc le début des chapitres très structuré, hein. C'est un livre de développement personnel, donc c'est extrêmement structuré. Mais à la fin de chaque chapitre, vous avez un topo, vraiment, très clair et très précis sur les points importants du chapitre, et vous avez même de l'espace pour prendre des notes. Alors moi j'écris jamais dans mes livres, mais là il y avait de l'espace, c'est un livre de développement personnel, je me suis dit que voilà, j'allais le faire comme ça, et en fait ça s'est vraiment bien passé pour moi. Je vais donc vous parler maintenant de Les Disparus du clair de lune, le tome 2 de la Basse Miroir, et que vous dire de ce tome 2, à part que c'était un coup de cœur, mais quoi. J'avais lu le premier tome donc cet hiver, donc Les Fiancées d'hiver, hein. Voilà pourquoi je l'avais lu en hiver, pour le Cold Winter Challenge, et voilà, j'avais bien apprécié ma lecture, mais sans plus, c'était pas fracassant. Je reconnais évidemment que l'univers était extrêmement bien construit, la plume de l'auteur était simple mais efficace. J'avais surtout en fait pas vraiment accroché au personnage. Moi je suis pas très anti-héros, voilà, bon, Ophélie pour moi c'est un anti-héros, et donc j'avais vraiment pas accroché au personnage, et voilà, il me manquait quelque chose. Je vous rappelle un petit peu le résumé du premier tome, je ne vais pas trop vous en dire sur celui-ci. Donc on suit en fait les aventures de Ophélie, qui est une liseuse d'objets. Donc elle a la capacité, en touchant les objets, de découvrir leur passé. Et elle a également la possibilité de traverser les miroirs, rien que ça. Tout se passe en fait à un moment donné où notre monde a éclaté en morceaux, et chaque morceau de monde s'appelle une arche. Ophélie vient de l'arche Anima, et elle est mariée de force à l'intendant de l'arche du pôle qui s'appelle Thorn, et elle se rend compte en fait qu'il y a un peu des complots et des manigances qui sont sous-jacents à ce mariage. Comme je vous l'ai dit, donc les personnages, perso, moi c'était pas quelque chose qui m'avait transcendé. Ophélie, donc l'anti-héros stéréotypé, pur et dur, moi ça me... J'aime pas trop les héros qui n'ont absolument rien pour eux, qui sont... donc elle est maladroite, elle est pas très belle, mais bon, voilà, c'est le héros de l'histoire. Enfin, je trouvais que c'était un petit peu porté à l'extrême. Et Thorn, à côté de ça, Thorn, ce personnage hyper froid, hyper glacial, qui pète pas un mot, on n'arrive pas à le cerner du tout, et ça m'avait un peu frustrée et un peu agacée aussi, puisque je comprenais pas tous ses comportements. Alors je me doutais bien, puisqu'il s'agit d'une saga, que l'auteur allait développer certains points du passé de ces personnages dans les tomes suivants, et je suis bien contente parce que c'est ce qui se passe dans ce deuxième tome. Il y a énormément d'avis mitigés sur ce deuxième tome. Il y en a certains qui trouvent qu'il s'agit vraiment d'un lien entre le premier et le troisième, qu'il n'y a pas assez de révélations, etc. Bon, moi je suis pas forcément d'accord, j'ai eu mon compte en révélation, je suis pas frustrée, je suis pas sur ma faim, je suis consciente que c'est une saga en 4 tomes et que donc il fallait en laisser pour la suite. Et donc moi j'ai aucun souci avec ça, et j'ai au contraire trouvé que l'intrigue était bien mieux construite ici. Il y a du suspense, il y a des personnages qui évoluent vraiment positivement. Je dois dire que Ophélie, pour le coup, qui s'affirme un petit peu, m'a un peu moins agacée. Thorn, il se dévoile un petit peu aussi, donc c'est relativement intéressant. On voit aussi l'évolution de la relation entre ces deux personnages, qui sont quand même relativement énigmatiques, hein, finalement. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, quoi. Et puis ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on voyage dans ce deuxième tome, on est vraiment transporté dans différents endroits de la citatielle, hein, de l'arche du pôle, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment super. Petit point positif également pour ce deuxième tome, quand même, j'ai envie de le signaler, je le trouve, voilà, un espèce d'arbre généalogique avec les clans du pôle. Alors ça, je vous assure, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, le pied, c'est ce qui manquait dans le premier tome, selon moi. Avec un plan également de la citatielle, voilà. Enfin, il est beaucoup mieux construit, quoi. Ce deuxième tome, franchement, m'a fait adorer cette saga, et je suis tellement, mais tellement contente de l'avoir sortie juste avant la sortie du troisième tome, donc c'est prévu ici pour le 1er juin. Je me rue dessus au mois de juin, et je le lis tout de suite, je pense, tellement j'ai hâte de savoir la suite. Ce que j'avais reproché au premier tome également, c'était la fin. Moi j'aime bien, quand je lis une saga, être complètement sur un cliffhanger de malade à la fin, et le premier tome, pour moi, ne donnait pas cette opportunité, et j'étais un peu, oui bon, c'est fini, quoi. Voilà. Ici, non, c'est pas du tout le cas, on a un vrai cliffhanger, on a une vraie fin qui triture un peu le cerveau, voilà, j'ai adoré cette fin, et si vous avez lu ce livre, s'il vous plaît, dites-le moi, on peut en parler en privé, parce que
franchement là, je me demande vraiment ce qui va se passer. Un très bon coup de cœur donc pour moi et je suis vraiment impatiente de lire la suite. Je termine avec un roman de... Alors, je sais pas trop si c'est un coup de cœur, mais au vu de la manière avec laquelle ce roman reste en moi depuis que je l'ai fini, je pense que je peux quand même lui attribuer le coup de cœur. Après coup du coup, mais ouais, je pense que c'est un coup de cœur. Donc, Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors, ça tombe relativement bien parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui en parlent pour le moment suite à la vidéo de Lemon June qui l'a lu genre en une semaine. Alors moi je précise qu'il m'a fallu 2 mois pour lire ce livre. Il m'a fallu 2 mois tout simplement parce que je lis jamais de classique. J'ai voulu prendre mon temps parce qu'en fait quand j'ai découvert cette plume, moi qui m'attendais à un truc complètement imbuvable et assez compliqué, finalement j'ai été surprise de voir à quel point c'était accessible et à quel point c'était beau. Et les réflexions qu'il y avait à l'intérieur de ce livre étaient belles et j'avais vraiment envie de faire durer cette lecture parce que ça me faisait plaisir de retrouver Jane et c'était vraiment un gros coup de cœur. Je vais quand même vous résumer l'histoire, même si certainement vous connaissez, enfin c'est un classique, mais bon je vais quand même vous expliquer un peu de quoi il en retourne. On suit donc l'histoire de Jane Eyre qui est une petite orpheline au début du livre et qui est en fait, recueillie entre guillemets par sa tante qui lui mène la vie complètement, enfin la vie dure, c'est exécrable au niveau de ses relations avec ses cousins, ses relations avec sa tante, voilà, elle vit vraiment un enfer et dès qu'elle a l'opportunité de s'échapper un petit peu de son enfer quotidien, elle le fait et elle se retrouve dans un pensionnat pour jeunes filles qui s'appelle le Lockwood, un truc du genre. Je ne sais plus trop, je pense que c'est ça. Et en fait, c'est pas mieux. Elle va subir la privation, elle va subir l'humiliation, elle va subir énormément de choses négatives. Et puis voilà, en gros, Jane Eyre, c'est l'évolution d'un personnage féminin fort, à qui il arrive des tas de trucs, mais complètement révoltants. Mais vraiment, c'est tellement touchant en fait de suivre l'évolution de ce personnage. C'est vraiment magnifique. Moi qui n'avais jamais lu de classique, je dois dire que c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, de lire en fait un auteur contemporain de son époque, et une époque qui est tellement différente de la nôtre qu'on est complètement dépaysé dans l'espace, mais on est complètement dépaysé dans le temps. Et ça, j'ai adoré me retrouver dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle, avec les habitudes, avec les routines, avec la société un petit peu, pas machiste, mais bon, pas très féministe non plus, on va dire ça comme ça, avec les différences de classe qui c'est quand même hyper révoltant. Et donc ça m'a vraiment donné envie en fait de creuser dans cette période du temps, de l'histoire. Donc je pense que je vais vraiment enchaîner sur d'autres classiques parce que j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Je vous parlais de la plume là tout à l'heure. En fait, ce que j'ai adoré par-dessus tout en fait dans ce roman, la plume certes est magnifique, mais j'ai adoré la narration. C'est-à-dire que Jane s'adresse directement à nous. Et donc elle nous interpelle souvent en disant « Hey lecteur, vous croyez ceci ?» Mais en fait non, c'était trop bien, on a l'impression d'être sa copine. J'ai vraiment eu cette impression-là et c'était vraiment une très chouette expérience. Alors évidemment, il m'a fallu 2 mois pour le lire et c'est pas... Je pense pas que ce soit péjoratif parce que moi j'ai pas non plus déjà un rythme de lecture effréné. Je lis 2 livres par mois, 3 livres c'est le maximum. Donc une bricasse comme ça, voilà quoi. D'office, j'allais pas le lire tout de suite quoi. Alors vous voyez ça là. Ça m'arrive jamais. C'est-à-dire que moi, dans les livres que je lis habituellement, j'ai 1 ou 2 post-it pour une citation que j'aime bien, ou alors ça m'arrive de les recopier. Mais alors là, j'en ai 5. Ça veut dire qu'il y a 5 passages là-dedans que je veux relire et relire et relire toute ma vie parce que ce sont des passages magnifiques. C'est magnifique. Vous voulez que je vous en lise un? Bon, je vous en lis un. Mon passage préféré, je pense que c'est celui-là. Mon passage préféré. C'est trop beau quoi. Attention. Il est vain de dire que les êtres humains devraient se satisfaire de la tranquillité. Il leur faut de l'action, et s'ils ne peuvent la trouver, ils la créeront. Les êtres condamnés à un destin plus calme que le mien se comptent par millions, et ils sont des millions à se révolter en silence contre leur sort.
Personne ne sait combien de rébellions autres que les rébellions politiques fermentent dans ces masses de vie qui peuplent la Terre. On suppose généralement que les femmes sont très calmes, mais les femmes ont des sentiments, tout comme les hommes. Elles éprouvent le besoin d'exercer leurs facultés, le besoin de disposer d'un champ d'action où appliquer leurs efforts tout autant que leurs frères. Elles souffrent des contraintes trop rigides, d'une stagnation trop absolue, exactement comme souffriraient les hommes, et cette étroitesse d'esprit chez leurs semblables jouissant de plus de privilèges, de dire qu'elles devraient se limiter à confectionner des desserts, ou à tricoter des bas, à jouer du piano et à broder des réticules. Il est insensé de les condamner ou de les moquer si elles cherchent à en faire plus ou à en savoir plus que ce que la coutume a décrété nécessaire à leur sexe. Bon mais lisez-le quoi, franchement, c'est trop bien, trop bien. J'ai terminé Jane Eyre un vendredi soir. Le samedi matin, j'allais chercher Les Hauts du Hurlevent de Émilie Brontë parce que voilà, il fallait que je lise un deuxième de la famille Brontë et exactement dans ce même contexte historique et politique. Et voilà, ça a vraiment fermenté dans mon esprit et j'adore ce livre. Et c'est vraiment un livre dont on peut retirer des enseignements fondamentaux. Jane est une héroïne exemplaire et franchement, j'ai adoré. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, il faut savoir que moi je prépare pas vraiment mes vidéos, donc c'est toujours un peu à la one again comme ça, pas très structuré, mais j'espère que je vous aurai au moins donné envie de lire un de ces 3 livres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez déjà lu un de ces 3 livres, n'hésitez pas non plus à en parler dans les commentaires. Et voilà, je serai ravie de partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!